notre maison brûle. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Our biosphere is being sacrificed. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Nous devons aller au bout de la solidarité financière. We have to act. Not just to come here and make promises, but to deliver on them. Bienvenue dans Source diplomatique, le podcast qui vous plonge au cœur de la diplomatie française. Avec cette série, La Fabrique, nous entrons dans la mécanique des grandes négociations, au plus près du travail de terrain. Je suis Anne-Claire, je travaille pour le porte-parole du Quai d'Orsay, et je vous propose de me suivre dans les coulisses de la COP28, à Dubaï cette année. Vous entendez au micro ? Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à la COP28. Stéphane Crouzat, ambassadeur climat. On est, je pense, pratiquement au complet. Donc, l'objectif de ces réunions du soir, c'est de faire un rapide tour de table sans que tout le monde ait besoin de prendre la parole parce que sinon c'est trop long. Mais de faire un rapide tour de table pour essayer d'identifier sur les sujets de négociation que vous suivez, les moments où c'est utile d'en rendre compte à nos autorités. C'est le début de la COP28 climat. Nous sommes à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Dans ce pays producteur de pétrole se tient une COP naturellement marquée par le sujet des énergies fossiles. Mais elle est aussi la COP du premier bilan de l'accord de Paris. Sortie des énergies fossiles, pic d'émissions, pertes et préjudices. Des sujets techniques qui sont autant d'enjeux cruciaux pour les peuples et la planète. Et des humains surtout, derrière ces enjeux, qui négocient pied à pied les intérêts, les positions des parties en présence. Tout au long de ces 2 semaines de COP, nous sommes avec les négociateurs français, menés par l'ambassadeur Stéphane Crouzat, pour vous faire vivre la COP de l'intérieur. Les leaders mondiaux sont là les 2 premiers jours. C'est eux qui lancent l'impulsion politique, l'ambition de ce rendez-vous. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Emmanuel Macron, President of France. Donc là, c'est la 2e journée de la COP et on arrive au segment de haut niveau pour les chefs d'État et de gouvernement. Et en fait, on va écouter avec Charlotte Lerat toutes ces prises de parole. Et c'est intéressant parce qu'à la fois, elle commente ces prises de parole parce qu'on est complètement dans l'action, mais elles sont aussi en train de préparer les prochaines séquences, de réfléchir aux positions de la France et à la manière dont les équipes climat peuvent réagir à tout ce qui va être dit par les leaders. Là, l'objectif de cette séquence, un peu marathon qui va durer des heures en fait. Charlotte Lerat, coordinatrice de l'équipe climat. Il y a 2 salles de plénière, des chefs d'État et des chefs de gouvernement qui se succèdent. C'est de voir si on arrive à passer à l'étape un peu suivante. C'est ce qu'on appelle le segment des leaders ou le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est le moment en fait où des chefs d'État peuvent prendre des engagements nouveaux. Donc ça peut être sur la sortie des énergies fossiles, sur leurs engagements en matière de réduction des émissions ou des annonces en termes de finances climat. Donc pour nous, c'est en tant qu'équipe France, c'est important de suivre cette séquence pour voir s'il y a des nouveaux engagements, parce que c'est aussi à ça que servent les COP. C'est un moment où on peut avoir de nouvelles annonces qui nous permettent d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il me semble que la priorité des priorités est que les pays les plus avancés sortent des énergies fossiles. Et donc nous avons les accords de Paris qui donnent une trajectoire. La France est engagée sur cette trajectoire. Nous la respectons sur les dernières années, mais nous savons que pour la respecter, en particulier jusqu'en 2030, et c'est vrai pour beaucoup d'autres pays, pour ce qui nous concerne, il faudra multiplier par 2,5 notre niveau d'effort. En effet, s'il y avait une priorité absolue, c'est que les émergents sortent du charbon. On doit permettre aux émergents le rattrapage économique, c'est un élément de justice, mais ce rattrapage ne doit pas se faire sur la base d'énergies qui sont carbonées, et en particulier du charbon, et pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, les centrales existantes qui se concentrent largement en Asie aujourd'hui émettront à elles seules suffisamment de CO2 pour que nous excédions la cible de 1,5 degré Celsius. Là, on va assister à la première réunion de l'équipe climat interministérielle. Cette réunion, elle est pilotée par Stéphane Crouzat et il va donner la première ambiance, les orientations qu'il veut donner à l'équipe et le programme de la COP.
très brièvement, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, vous avez sans doute suivi en plénière que ça a bien démarré, puisqu'on a adopté l'ordre du jour sans difficulté, à la suite d'une réunion hier qui a duré même pas 1 heure. C'était quand même assez inattendu. Je rappelle qu'il a fallu une nuit entière à la COP27 pour adopter l'ordre du jour. Et qu'à Bonn, vous vous souvenez qu'on a mis 9 jours avant d'adopter l'ordre du jour. Donc c'était une bonne nouvelle. Et puis l'autre bonne nouvelle, évidemment, c'est l'adoption de la décision sur l'opérationnalisation du fonds de réponse aux pertes et préjudices. Alors, pertes et préjudices, c'est un fonds adopté à la COP27. En fait, c'est une réponse aux dommages causés par le changement climatique pour les pays en développement. Et suivi d'annonces de contributions qui se chiffrent au total à 400 millions déjà de dollars, ce qui est pas mal, avec les 200 millions, 100 millions chacun des Émirats Arabes Unis et de l'Allemagne. Même les États-Unis s'y sont mis avec une contribution modeste de 17,5 millions de dollars, mais venant des États-Unis, c'est quand même une divine surprise. Et nous, collectivement, Union européenne, on a annoncé collectivement 225 millions d'euros. Cette journée était particulière parce qu'on a la présence du président de la République et de plusieurs ministres. Le pacte de Paris pour les peuples et la planète pose des principes clairs. Discours de Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, à l'Assemblée générale des Nations unies. Afin d'affronter à la fois le défi de la pauvreté et ceux du changement climatique et de la perte de biodiversité, en faisant en sorte que aucun pays n'ait à choisir entre ses objectifs. C'est la réunion du soir de l'équipe France pour ce 2e jour de la COP 28. Et ce soir, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, est également présente. Par rapport à la précédente COP, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus. Il y a plus d'espace de jeu, il faut savoir raison garder, mais il y a plus d'espace de jeu, me semble-t-il, et moins de tensions et de frustration, notamment entre le groupe des 77 et les pays développés, ce qui, je pense, est une bonne chose pour arriver à trouver des points d'équilibre. Ce qui ne veut pas dire que la partie est gagnée, évidemment, par rapport à nos propres objectifs. Je pense que le président, il a posé un agenda qui est très clair et très aidant pour la suite, avec des objets qui sont très concrets. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. À côté de tout ce segment des leaders, il y a aussi les négociations qui ont commencé sur, j'imagine, tous les sujets sur lesquels nous allons atterrir dans 15 jours. Donc de votre côté, n'hésitez pas, dites-nous ce qui vous a, les 2-3 annonces qui vous ont le plus marqué dans ce que vous avez entendu, pour ceux qui étaient en plénière. Vous prenez la parole, Charlotte. Charlotte Lerat, chef du pôle changement climatique et coordinatrice de l'équipe France avec UE. Alors, j'ai pas entendu beaucoup de prises de parole, mais je retiens que par exemple le Kazakhstan, 2 annonces particulières pour vous donner un exemple de choses qu'il faut citer. Ils ont rejoint le Global Methane Pledge, très important, gros émetteur de méthane. 2e annonce, One Water Summit, organisé l'année prochaine avec la France. Donc c'est le type de choses qu'il faut relever. Global Methane Pledge, c'est assez important. Toutes ces annonces sur la sortie des énergies fossiles, s'il y a des dates et les sorties sur quoi, unabated, pas unabated, parce que ça va dicter aussi ce qu'il y aura dans la décision bilan mondial, et toutes les annonces financières avec la bonne devise et quels fonds exactement. Lina du MTE avec Gabriel. Moi j'ai des annonces sur l'Inde, donc qui a proposé d'accueillir la COP33 en 2028 et qui lance une nouvelle initiative sur des crédits verts. Donc il y a une sorte dans l'annonce, c'est aller au-delà des crédits carbone traditionnels. Il s'agirait de valoriser les puits de carbone et avec une participation des populations. Ouais. On a assisté au sommet sur le méthane et les émissions non CO2 de gaz à effet de serre. Donc c'est Al Jaber qui a parlé, la Chine et les US.
pour faire suite à leur récente déclaration conjointe pour réduire les émissions de méthane. Et donc Al Jaber a reconnu que le pétrole et le gaz étaient responsables de ces émissions-là. Il a annoncé 100 millions d'euros pour le Global Methane Pledge. Et ensuite, ce qui est intéressant à relever, c'est que la Chine dit qu'elle veut faire des efforts pour réduire ses émissions, mais qu'à la fois, elle n'a pas les capacités, les compétences nécessaires pour l'instant, et qu'elle a besoin du soutien des autres pays, parce qu'elle se considère comme un pays en développement, donc elle a besoin du soutien financier des pays développés. Donc c'était intéressant. Ah oui, dernière chose intéressante, il y avait aussi le président du Nigeria. Le Nigeria est grand producteur de méthane et ils se sont engagés à réduire de 100% leurs émissions de méthane d'ici 2030. Oui, Sarah ? Tout simplement pour revenir sur ces 2 jours de négociations en salle genre, qui sont catastrophiques. On était parti très positivement avec une décision qui n'était pas censée être compliquée du tout, avec 3 heures d'informel en une semaine, vraiment tout le monde très positif, se disant qu'on partait bien pour des négociations plus compliquées l'an prochain sur le bilan du plan d'action genre et le futur plan d'action genre. Et en fait, la Russie est arrivée en 2e informel et fait en sorte de ralentir le travail énormément, propose des modifications à chaque phrase, chaque mot, revient en permanence sur la procédure, est-ce qu'on part sur le paragraphe 1, le paragraphe 8, enfin bref, voilà, soutenu par l'Arabie Saoudite, la Chine, et donc on est en négociation toute la journée, mais ça n'avance pas, et le risque, c'est de passer du coup en Rule 16, et si c'était le cas, on n'a pas de mandat pour avoir quoi que ce soit à Bonn, et du coup ça renvoie tout le bilan et la négociation du futur plan d'action genre à la COP29. Oh là là, ça jargonne un peu, hein. C'est pas toujours évident de comprendre ce que disent les négociateurs. Merci beaucoup. Est-ce que Anne-Claire sait ce que c'est que la règle 16 ? Eh bien non, monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas, donc je veux bien savoir. Sarah, il faut que vous expliquiez ce que c'est que la règle 16. Ça ne va pas être une réponse de juriste, mais si on n'arrive pas à avoir un accord à la fin d'une session, il y a un renvoi à la session suivante. Donc on repart de zéro à la session suivante. C'est-à-dire que le sujet est renvoyé automatiquement à la prochaine session en vertu de la règle 16, de règlement de procédure de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été adoptée dans les années 90, au tout début. It is still time to act, and this is the value of this COP28. Catherine Colonna répond à une interview d'un média émirati. To take stock of what has been done between Paris and now, and see how we can go further. And we need to go further. We know that it is still possible, but it is really time to move on for good on decarbonization, on increasing the investment in renewables and also in nuclear. So we're all working for that. Bonjour, Anne Le Gall, France Info. Enchanté, Stéphane Croza. Bonjour, Sandy Dauphin, France Oui, Inter. bonjour, on s'est au téléphone. Vu aussi l'année dernière. Ils sont venus l'année dernière, effectivement, absolument. Vous avez combien de négociateurs français qui travaillent en ce moment ici ? Une quarantaine. Ouais. Donc, tous les jours, il y a une quarantaine de négociateurs qui se répartissent dans des pièces. Et puis après, le soir, vous faites un point sur l'état d'avancement. Ouais. Et puis moi, le matin, on fait un point en UE, Union Européenne. Et là, du coup, ça fait combien de personnes au total ? Là, on est tous les chefs de délégation avec 1 ou 2 personnes, donc on est une cinquantaine, quoi. Ouais. Pendant ces 15 jours, les négociateurs doivent être sur le qui-vive en permanence. Ça va très vite. On a un message de Charlotte sur la boucle de l'équipe climat, sur la boucle WhatsApp. Il faut que tout le monde se mobilise parce que les plénières débutent pour les chefs d'État et de gouvernement. Il faut impérativement en temps réel toutes les annonces financières. Nous revenons avec Stéphane Croza pour la réunion du soir. Sur tous ces événements hors négo, est-ce qu'il y a des choses encore à dire ? Oui. Éventuellement sur les segments de haut niveau qui concernent le bilan mondial, ce n'est pas des négociations à proprement parler, mais c'est les chefs d'État ou de gouvernement qui s'expriment pour déclarer les intentions et un peu faire leur liste de courses pour le bilan mondial. Il y a un consensus assez général qui se détache pour dire au sein du texte final qu'il faut réaligner l'ensemble des NDC sur
l'accord de Paris. What are nationally determined contributions? The Paris Agreement. Les NDC en français, contributions déterminées au niveau national, c'est l'ensemble des actions qui sont avancées par chaque pays pour atteindre les objectifs fixés dans l'accord de Paris. C'est un consensus qui est vraiment assez largement partagé, mais il y a certaines interventions qui sont un peu problématiques, notamment de la Chine et de la Russie. J'ai noté en particulier 2 phrases assez évocatrices. Pour la Russie, toutes les sources d'énergie et de technologie devront être mobilisées pour atteindre la neutralité. Et dans les secteurs les plus sensibles et difficiles, on ne pourra pas se passer de solutions technologiques, donc clairement un discours technosolutionniste. Et concernant les mesures commerciales, la Chine a dénoncé des mesures inadéquates, qui ne pourront pas apparaître dans le texte selon elle, tandis que la Russie a, elle, parlé de mesures inacceptables, en insistant bien sur ce dernier terme, donc un discours assez virulent de leur part. Et à n'en point douter, ça apparaîtra dans les négociations à un moment donné. Merci. Ouais. Philippe Cherbier du MTE, un des négociateurs sur le bilan mondial. J'espère que vous m'entendez bien. Du coup, sur le bilan mondial, très rapidement, pour rappeler ce que c'est l'article 14 de l'accord de Paris qui est là pour faire un bilan de notre progrès collectif vers les objectifs de long terme de l'accord de Paris, mais également d'informer les parties dans la mise à jour de leur action climatique et d'intensifier la coopération internationale. Ça a été un début de COP assez intense pour le bilan mondial. Dès que les plénières d'ouverture se sont terminées et que l'agenda a été adopté, on a déjà eu des groupes de contact qui sont les groupes où on négocie un peu le texte final qu'il y aura sur le bilan mondial, donc dès hier. On a donné le mandat aux co-facilitateurs d'avoir une première mouture de texte qui est arrivée ce matin assez tôt et que je vous ai transmise dans la journée. Et du coup, on a eu des premiers retours à chaud des parties ce matin à 11h, où en gros, finalement, le texte en soi, les seules choses qui sont vraiment rédigées sont les choses qui sont à peu près consensuelles. Bon, il y a évidemment encore des débats, mais où tous les points vraiment contentieux sont encore en mode bullet points à discuter entre les parties. Sur ce sujet bilan mondial, il ne vous a pas échappé que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet qui ne sera pas traité dans le bilan mondial. Donc il faut vraiment que vous regardiez le texte qui est sorti ce matin du groupe de contact, des 2 co-facilitateurs britanniques et singapouriens, et que vous regardiez de très près ce qui s'y dit, et que vous en tiriez les enseignements pour dire ce que vous en pensez en coordination européenne, pour qu'on ait des positions qui soient très claires sur l'ensemble des sujets et que vraiment on puisse les faire valoir notre point de vue au sein de la coordination européenne. Là, il y a un gros sujet énergie, parce que c'est une priorité du président de la République. Et Selwyn Hart, le conseiller du SGNU, nous a clairement dit qu'il fallait qu'on soit force de proposition UE sur ce sujet. Donc pareil, ça ne peut pas être que l'INA. Il faut réfléchir à ce qu'on peut proposer. Est-ce qu'on met des dates? Est-ce qu'on met unabated, pas unabated, fossil fuel, coal, oil, gas? Mais en fait, il faut se mettre en ordre de marche maintenant pour ne pas arriver dans 10 jours avec un texte qui ne nous plaît pas. Donc à 7h demain matin, et bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Le segment des leaders touche à sa fin. Et je demande aux négociateurs leur ressenti. Charlotte, tu as le sentiment que ce moment-là de la COP, c'est un moment où beaucoup de choses sont en train de se dénouer de tout votre travail quotidien, ou c'est une étape et en fait tu es en train de construire pour la suite, pour les COP à venir. Comment est-ce que ça se positionne en fait dans votre travail? Alors c'est la continuité du travail, mais c'est aussi un petit peu le résultat de tout le travail. C'est-à-dire qu'il y a une vraie attente de la part des négociateurs. Ils sont contents d'être là, de voir les personnes avec qui ils ont parlé tout au long de l'année et de se confronter vraiment aux différents groupes. Donc c'est vraiment de la diplomatie de terrain. Moi ce que je remarque, c'est que là on est dans la période où les équipes sont encore pleines d'énergie. On a eu peu de jours finalement. On n'a pas trop de difficultés dans les négociations parce qu'on vient juste de sortir d'une séquence politique où les autorités sont parfois un peu en décalage avec les salles de négociation. Ils ont aussi un discours à porter. Et là, on commence à entrer dans le dur des sujets, c'est-à-dire qu'il y a des négociateurs qui vont porter les positions dures qu'ils ont habituellement sur des sujets compliqués tels que la sortie des énergies fossiles. Parce que le travail de diplomate, c'est pas juste dans la salle de négociation, c'est aussi accompagner nos autorités, briefer notre ambassadeur pour qu'il soit opérationnel sur les différents sujets et qu'on puisse porter justement toutes nos priorités. Tout se passe pas
pas dans la salle. Tout se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le couloir, dans l'extérieur, on va d'un événement à un autre et c'est là peut-être qu'on va voir la personne qui va peut-être débloquer une situation. Il ne faut pas se dire que c'est parce que ça a bien commencé, ça va bien finir. Et c'est parce que là, on va rentrer vraiment dans le dur sur les questions d'énergie fossile. Comment allons-nous traiter cette question des énergies fossiles? Comment allons-nous faire une décision sur le bilan mondial qui soit ambitieuse et équilibrée sur tous les volets? Donc je suis vraiment prudent sur la suite. Je m'appelle Louise Rousseau, je travaille au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans la sous-direction de l'environnement et du climat. Je suis en charge d'un pôle qui traite des questions d'eau, de pollution, de financement et de réduction des risques de catastrophes. Et ici à la COP, je suis négociatrice sur la finance. On a une décision sur le fonds de réponse aux pertes et préjudices qui est déjà adoptée et on peut se concentrer sur les autres sujets sans avoir de stress, qu'elles soient remises en cause. Donc c'est plutôt bien. Mais alors maintenant, le travail il continue puisqu'on a quand même 17 points d'agenda de négociation sur la finance, le sujet sur lequel je travaille. Donc voilà, on a 17 décisions à faire aboutir dans les 2 semaines qui viennent. Donc c'est intense. Financer mieux et juste, le nerf de la guerre du combat pour le climat. Dans l'épisode numéro 3, nous retrouverons Louise dans les séances de négociation avec ses homologues au cœur de l'action. Je suis Anne-Claire, vous écoutez La Fabrique, la COP28 pour le climat. Une série de sources diplomatiques, le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.